Salut tout le monde, aujourd'hui nous aborderons L'être et le néant, qui est l'ouvrage majeur de Jean-Paul Sartre et peut être considéré comme l'œuvre la plus complète de la philosophie existentialiste. Publié en 1943 sous l'Occupation, Sartre le présente comme un essai phénoménologique sur la conscience, mais il s'agit en réalité bien plus qu'un simple traité phénoménologique. Sartre y réinvente l'ontologie et la métaphysique, en partant des acquis de la phénoménologie de Husserl et de la philosophie de Heidegger, tels que développés dans Être et Temps. Dans l'introduction, Sartre détaille les raisons de son rejet du concept kantien de noumen. Kant distingue les phénomènes, objets d'expérience sensibles, des noumens, autrement dit les choses en elles-mêmes, dont la connaissance nous échappe. Contre Kant, Sartre affirme que l'apparition d'un phénomène est pure et absolue. Le noumen n'est pas inaccessible, il n'est tout simplement pas là. L'apparence est la seule réalité. De ce point de départ, Sartre soutient que le monde peut être vu comme une série infinie d'apparences finies. Une telle perspective permet d'éliminer les dualismes classiques de la philosophie, notamment la dualité intérieure-extérieure. La conscience est ce qui permet au monde d'exister. Sans elle, il n'y aurait pas d'objet, pas d'arbre, pas de rocher, seulement l'être. La conscience est toujours intentionnelle, elle est conscience de quelque chose. La conscience vise le monde et le fait advenir en tant que monde pour une conscience. La loi d'être du pour soi est sa présence au monde. La conscience est ainsi injustifiable, contingente et factice. Sartre décrit ensuite la distinction hégélienne qui structure son ontologie, celle entre l'être inconscient en soi et l'être conscient pour soi. L'en-soi est figé, plein et n'a pas la capacité de changer, et n'est pas conscient de lui-même. Le pour-soi est conscient de sa propre conscience, mais il est également incomplet, ouvert, en construction. Pour Sartre, cette indéfinition, cette incomplétude est ce qui définit l'homme. Puisque le pour-soi n'a pas d'essence prédéterminée, il est forcé de se créer à partir du néant. Pour Sartre, le néant est la caractéristique qui définit le pour-soi. Un arbre est un arbre et n'a pas la capacité de modifier ou de créer son être. L'homme, au contraire, se fait lui-même en agissant dans le monde. Au lieu d'être simplement comme l'arbre, l'homme existe. Exister signifie n'être pas. Sartre va même plus loin en affirmant que l'homme est ce qu'il n'est pas et n'est pas ce qu'il est. En effet, l'homme est doté d'une conscience qui lui permet de se regarder. Il est une conscience de conscience. Ainsi, le timide qui prend conscience de sa timidité ne sera plus un timide naïf, mais un timide conscient, donc différent. Si l'homme se choisit, c'est pour donner un sens à ses actions. L'individu se projette lui-même en attribuant un sens à son action, à partir de ses caractéristiques concrètes, comme sa nature physique, pour mieux les nier. Le paradoxe ici est grand. Le pour-soi désire devenir un être en soi, faire de sa subjectivité un objet. Le pour-soi est la conscience, mais l'instance de cette conscience fait de son être propre une question, une fissure irréconciliable entre l'en-soi et le pour-soi. Le rêve du pour-soi est d'être en soi. Grâce à la prise de conscience de ce qu'elle n'est pas, le pour-soi devient ce qu'elle est. Un néant entièrement libre dans le monde, une toile vierge sur laquelle tout est à créer. Il conclut que le pour-soi est l'être à travers lequel le néant arrive au monde, et par conséquent que le pour-soi est un manque déchiré entre son unité et sa dualité. Le pour-soi comme manque, et donc comme tâche, se révèle dans la temporalité. En effet, le pour-soi n'est pas identique à son passé ni à son avenir. Il n'est déjà plus ce qu'il était et il n'est pas encore ce qu'il sera. Grâce au temps, l'homme ne coïncide jamais avec lui-même. Sartre décrit les extases temporelles, passé, présent, futur. Le passé correspond à la facticité d'une vie humaine qui ne peut pas choisir ce qui est déjà passé.
Le passé est ce que j'ai à être, mais en même temps, je ne le suis pas car je l'ai dépassé. Le passé est toujours reprise et dépassement. Le présent n'existe pas réellement, car il est une fuite vers le futur. L'exemple de la cigarette est parlant. Je veux fumer une cigarette, je suis projet au futur de l'allumer. Le futur, lui, ouvre des possibilités pour la liberté du pour-soi. Mais la liberté et la facticité forment une incohérence au sein du pour-soi, génératrice d'instabilité. Sartre reprend la conception heideggerienne. L'homme est un être des lointains. Il n'est pas, il se possibilise. C'est donc le futur qui constitue la temporalité majeure du pour-soi. C'est donc bien par l'homme que le néant surgit dans le monde, par la question, mais aussi par la perception ou le jugement. En effet, Sartre rappelle que dans la perception, il y a toujours constitution d'une forme sur un fond. La néantisation des formes dans un fond est la condition nécessaire pour l'apparition de la forme principale. De même, le jugement de négation est conditionné et soutenu par le non-être. La condition nécessaire pour qu'il soit possible de dire non, c'est que le non-être soit une présence perpétuelle en nous et en dehors de nous. C'est que le néant hante l'être. Sartre remarque que l'être n'est pas une structure parmi d'autres, un moment de l'objet, il est la condition même de toutes les structures et de tous les moments. Il faut saisir ceci, le néant hante l'être. Cela signifie que l'être n'a nul besoin de néant pour se concevoir, et qu'on peut inspecter sa notion exhaustivement sans y trouver la moindre trace du néant. Mais au contraire, le néant qui n'est pas ne saurait avoir qu'une existence empruntée. C'est de l'être qu'il prend son être. Son néant d'être ne se rencontre que dans les limites de l'être, et la disparition totale de l'être ne serait pas l'avènement du règne du non-être, mais au contraire l'évanouissement concomitant du néant. Il n'y a de non-être qu'à la surface de l'être. Autrement dit, l'être est antérieur au néant et le fonde. Autrui apparaît à Sartre comme le médiateur entre moi et moi-même. Je suis comme autrui me voit. Le pour soi renvoie de cette façon au pour autrui. Autrui me préexiste. On ne constitue pas autrui, on le rencontre. Je ne puis ni absorber autrui en moi, ni le constituer en pur objet, car c'est lui qui me fige en soi. Autrui prouve que j'ai mon fondement hors de moi. Il me confère un dehors, une nature. Ma chute originelle, c'est l'existence d'autrui. Ma défense, ma réaction sera de tenter de faire d'autrui un objet à son tour. Sartre cherche à repenser la relation corps-esprit telle qu'elle a été développée depuis Descartes. Ainsi, il affirme que le corps n'est pas uni à la conscience. Il est tout entier psychique. Le corps est par conséquent plus qu'une simple composante du pour-soi. Il est un pour-soi à part entière, et non un en-soi dans le pour-soi. Il n'y a pas identification entre le corps et la conscience, mais plutôt une relation existentielle entre le corps et la conscience. La conscience existe son corps. Cette incohérence entre facticité et liberté se manifeste par la mauvaise foi. Le pour-soi étant une tâche, il forme des projets. Parmi les différents types de projets, la mauvaise foi est importante pour saisir l'être humain. L'analyse de Sartre du projet de la mauvaise foi est fondée sur des exemples frappants. La gestuelle machiniste du garçon de café. En se comportant ainsi, le serveur s'identifie totalement avec son rôle de garçon de café sous le mode des êtres en soi. En d'autres termes, le garçon de café rejette sa nature de pour-soi libre pour glisser vers la facticité. Il cherche ainsi à se décharger de sa liberté, c'est-à-dire de l'obligation de décider pour lui-même. Cependant, la conscience est transparente à elle-même. Elle ne peut ignorer cette ruse. La mauvaise foi est une auto-illusion. Le concept que Sartre fournit ainsi est une alternative aux théories psychanalytiques qui font de la conscience une émanation de l'inconscient. Sartre détaille d'ailleurs dans L'être et le néant sa théorie de la psychanalyse existentielle.
Sartre décrit le projet fondamental du pour soi comme désir d'être. Ce désir est universel et peut prendre l'une des trois formes suivantes. Transformation directe du pour soi dans un en soi. Le pour soi cherche à devenir sa propre fondation. Le pour soi vise un autre mode d'être, le pour soi. Aucun des objectifs décrits n'est réalisable. Toutes les existences humaines sont dominées par un tel désir. En témoignent ces descriptions des projets amoureux, sadiques et masochistes. La nature métaphysique de l'homme est de devenir un en soi pour soi. Le désir est désir non seulement d'avoir, mais surtout d'être. Ainsi de l'amour, l'amant cherche à posséder l'être aimé et donc l'intégrer dans son être. C'est la satisfaction du désir. Mais il souhaite en même temps que l'aimé demeure au-delà de son être comme l'autre qu'il désire. C'est-à-dire qu'il souhaite rester dans l'état désiré. Le désir est contradictoire, car l'être du désir est donc incompatible avec satisfaction. Le sujet n'est pas solipsiste, il est confronté à d'autres sujets. Nous ne prenons conscience de nous-mêmes que lorsque nous sommes confrontés avec le regard d'autrui, l'expérience de la honte. Le regard de l'autre objective nous fixe telle une photographie dans une fonction déterminée. Autrui nous confère un dehors, une nature. Ainsi, le regard des autres nous prive de notre liberté pour nous faire tomber dans l'en-soi. Autrui est l'agent de ma chute ontologique. Si Sartre pointe les relations humaines comme impossibles, vouées à l'échec, il reste qu'il assigne une tâche possible à l'homme, s'assumer pleinement comme pour soi. L'authenticité consiste à choisir le monde, se choisir sans se réfugier dans le confort de l'être, sans succomber aux sirènes de la mauvaise foi. L'homme est certes une passion inutile, mais sa tâche est de se rendre digne de sa condition. Cette intuition, qui est au fond celle de tout existentialisme sérieux, traverse l'œuvre de Jean-Paul Sartre et trouvera son expression dans son théâtre, sa littérature et sa philosophie, dans lesquels l'existentialisme tentera de déployer cette intuition. Sartre nous offre dans son texte une réfutation de la thèse déterministe par l'affirmation que la liberté humaine existe. Ne niant pas que certains déterminismes soient présents en l'homme, il prétend cependant affirmer que c'est par sa volonté infinie et sa capacité à surmonter les obstacles, dus à sa décision d'agir lorsqu'il se présente à lui, que l'homme expérimente cette liberté. L'individu doit pour cela être engagé et apprendre à connaître son monde. Sinon, les notions de liberté ou de nécessité perdent jusqu'à leur sens. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.